Ses gloires principales, l'entraînement de Luke Stone, tome 4, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1 14 octobre 2005 18h11 avancée, 1 du Liban, 11h11 avancée de l'Est 2, Tripoli, Liban Nord. Qu'est-ce qu'il dit? Un homme blond, grand et mince, épiait la scène au travers de la lunette de son fusil, un QBU 88 de fabrication chinoise. Il avait passé les dernières 24 heures à étudier l'arme dans ses moindres détails. C'était une imitation d'un célèbre fusil de précision russe, le Dragounov. Il avait tiré au Dragounov dans le passé. Cette copie chinoise le surpassait. L'apprenti avait dépassé le maître. Les Chinois étaient là les plus grands faussaires du monde. Ce que vous inventiez, ils le copiaient, puis ils l'amélioraient. L'homme était allongé sur le ventre au milieu d'un épais feuillage, sur un plateau surplombant la ville de Tripoli, l'arme montée sur un bipied face à lui. Il pouvait mentalement se représenter le museau noir de l'arme, dépassant tout juste des fourrés. Il était confiant que dissimulé comme il était aussi invisible qu'il était possible de l'être. Sur sa gauche, en contrebas, d'anciens bâtiments de pierre, aux couleurs défraîchies et cloquées, s'échelonnaient comme une succession de soldats marchant le long du coteau abrupt, vers les profondeurs de la mer. Le nom de l'homme au fusil n'était pas Kevin Murphy. Son passeport canadien prétendait qu'il s'appelait Sean Casey, tout comme son permis de conduire de l'État de l'Ontario. Être un Canadien du nom de Sean Casey véhiculait une bonne d'image, plutôt rassurante. Il n'était qu'un simple globe-trotter, un aventurier canadien, affectionnant les destinations authentiques comme la délabrée, usée, mais toujours magnifique seconde ville du Liban, accrochée comme un joyau sur le rivage méditerranéen. Il n'y avait rien pour les touristes ici. Le soleil venait de sombrer dans la mer, voilà 1 minute à peine, dans un feu d'artifice jaune-orangé, puis juste une lueur verte, tout à la fin. L'homme qui ne s'appelait pas Murphy contemplait toujours cette lueur verte. Il l'avait admirée en de si nombreux endroits qu'il en avait perdu le compte depuis bien longtemps. Dans la ligne de mire de Pass Murphy se tenait un homme à la barbe noire, marbrée de gris. L'homme était coiffé d'un foulard à carreaux, rouge et blanc. Son nom était Abdel Ahad. C'était un homme dans la cinquantaine, un seigneur de guerre sunnite, intégriste, qui menait ses opérations depuis cette ville oubliée depuis une 20aine d'années, plus pour très longtemps. Ahad était assis dans une cour, à environ 900 mètres de distance, 9 terrains de football et à peu près 3 étages plus bas. C'était un tir difficile, à la limite de la portée effective de l'arme. Le décalage en hauteur n'arrangeait rien. La faible brise marine le rendait plus délicat encore. Le soleil s'était couché. Si le tir devait avoir lieu, il devrait avoir lieu bientôt. Il a dit « Tue la tête et le corps suivra ». Pa Murphy ne regarda pas son guetteur, un gosse nommé Ferjal. Ferjal était une recrue du Hezbollah. À même pas 18 ans, il trompait la mort depuis qu'il en avait 14 ou 15. Il n'en faisait même pas 12. À petite distance de Pass Murphy, il se tenait assis dans cette position accroupie que tant d'humains, dans tant d'endroits du monde, appréciaient encore. Les Américains n'avaient pas cure de cette étrange position assise. Ils préféraient avoir recours à une petite invention ingénieuse, la chaise. Pa Murphy savait que Ferjal portait une oreillette et qu'il écoutait la conversation en arabe se déroulant dans ce lointain patio de pierre. Abdel Ahad avait beaucoup d'amis en ce monde, mais l'homme qui était assis en face de lui n'en était pas un. « Vraiment? Il a dit ça? »« Oui. Pourquoi? Tu as déjà entendu ça? » Pa Murphy haussa à peine les épaules. Il gardait l'œil rivé sur la lunette. « Je l'ai déjà entendu dans l'autre sens. Tue le corps et la tête suivra. »
ce qui est généralement plus efficace. Selon le contexte, tue la tête et le corps se suivra, est clairement faux. Il est généralement très difficile d'approcher la tête, et une deuxième tente à pousser juste derrière. Le corps, par contre. Le contexte, ici, c'est le président américain, dit Ferjal. Pa Murphy observait la mâchoire d'Abdel Ahad tandis qu'il parlait. Lentement, tout doucement, il plaça le centre de sa mire juste au-dessus de la tempe d'Ahad et légèrement sur la gauche. Ahad était loin. Les munitions que projetait cette arme pouvaient transpercer un blindage. Un crâne humain n'était rien en comparaison. Il lui suffirait de toucher le crâne d'Ahad n'importe où pour qu'il explose comme une tomate. La trajectoire de la balle était par essence plane, mais elle perdrait un peu de vitesse avec la distance, donc il fallait ajuster légèrement plus haut. En tenant compte de ce que la brise dévirait aussi légèrement la trajectoire, il fallait donc également corriger légèrement, vers la droite. Un doux rêve dans ce cas, reprit-il. Pa Murphy ne vit pas le hochement de tête de Ferjal, mais il le sentit. Oui, un doux rêve superbe. Ils envisagent de capturer le président américain et de l'emmener dans un endroit sous le régime de la charia wahhabite. De là, ils le jugeront et le condamneront pour meurtre, espionnage contre l'État musulman, apostat et blasphème devant les yeux du monde et devant Allah. Ils sont très enthousiastes à cette idée. Pa Murphy était sceptique. « Il n'est pas musulman, je ne vois pas comment il peut être apostate. » « Non, peut-être pas, » répondit Ferjal, « mais il reste un impudique, favorable à l'avortement, promoteur des coutumes dégénérées entre hommes, et ce depuis des années. Il aidait le chef de piste du grand cirque dégénéré américain. Et puis, il est bien sûr coupable de meurtre et d'espionnage. » Pa Murphy faillit rire. Le gosse venait quasiment de réaliser le procès du président lui-même. Bon. Et un tel procès pourrait avoir lieu où? Il parle de Mogadiscio, en Somalie. L'Union des tribunaux islamiques a pris possession de la ville, temporairement peut-être. Ce sont des croyants très conservateurs. Sinon, d'autres endroits sont possibles, mais moins probables. Les Hiterti tribales de l'ouest du Pakistan sont une possibilité. Les parties du Yémen contrôlées par les sunnites en sont une autre. Pas en Arabie saoudite, par contre. Ces traîtres de Saoudiens se dépêcheraient de le rendre. Ils savent bien quel camp est plus profitable à leurs affaires. Il a dit tout cela, ou bien ce sont tes idées? Il a parlé de la Somalie. Le reste, ce sont mes idées. Mais elles sont bien informées. Pa Murphy sourit. Il aimait bien Ferjal. Il appréciait vraiment ce gamin. Le boulot de Ferjal était de le conduire jusqu'à cet endroit, lui donner le feu vert, puis le ramener sans que personne n'ait pu s'apercevoir de quoi que ce soit. Plus tard, il devrait aussi revenir récupérer l'arme et la faire disparaître. Pa Murphy portait de fins gants tactiques, pour le cas, improbable, où quelqu'un retrouverait l'arme avant Ferjal. Pa Murphy n'existait pas, certes, mais il avait quand même des empreintes digitales et un ADN. Et si l'administration américaine savait garder des archives de ce genre, les autres le faisaient sûrement aussi. Il n'avait jamais manipulé l'arme à main nue. Mais ce n'était qu'une précaution. Personne ne retrouverait l'arme. Ferjal faisait du bon boulot. Ferjal avait aussi la qualité d'entretenir un flot de commentaires distrayants. Il l'agrémentait de slogans et dictons, soi-disant américains, qu'il avait entendu des gens utiliser en arabe. Les patrons de Ferjal à Beyrouth, des chiites, n'aimaient pas tellement les sunnites. Ils s'équipaient en vue d'une guerre contre Israël sur la frontière sud et n'appréciaient pas la vermine militante sunnite comme Abdel Ahad, circulant comme bon leur semble, et prêts à les poignarder dans le dos alors qu'ils sont déjà au milieu d'un conflit. Donc ils n'hésitaient pas à faire un peu de ménage de temps en temps. Ils avaient invité Pa Murphy dans une maison enduite à la chaux, criblée de balles de mitrailleuse juste 2 jours plus tôt.
un érudit à barbe avec des lunettes et une belle bedaine, était assis sur une simple chaise pliante, tandis que Pa Murphy lui faisait face debout. L'érudit avait brossé le cas Ahad. Ahad était une nuisance. Ahad était un problème, et l'avait été depuis des années. Il était un fauteur de troubles, et en plus, un traître à son pays. Il l'avait Mosmoud Doja maintes fois mis en garde, mais sans effet. Le temps était venu pour Ahad de tirer sa révérence. 20 000 dollars américains, avait répondu Pa Murphy à l'érudit. 15 pour moi, 5 pour le gosse. 15 000 dollars pour Pa Murphy. C'était rien, quasiment zéro, à peine une raison de sortir de son lit. 5 000, par contre, pour Ferjal, serait la meilleure paie qu'il n'aurait jamais de sa vie, probablement ce que son père gagnait en 6 mois. Tout ça en une seule journée. Savez-vous, avait répondu l'érudit à barbe, le sacrifice que les frères de la frontière sud font chaque jour? Ils vivent dans des caves, aménagées dans le sol. Ils mènent une guerre héroïque contre les patrouilles sionistes, tout en étant traqués depuis le ciel par leurs hélicoptères de guerre. Ils sont très braves, avait répondu Pa Murphy, et je suis sûr que votre grand ami Allah saura les récompenser quand ils traverseront le grand. Savez-vous quelle quantité de nourriture et d'armes et de confort nous pouvons fournir à ses frères avec 20 000 dollars? Est-ce une campagne de levée de fonds? Avait répondu Pa Murphy. Si c'est le cas, je commence à avoir la larme à l'œil. Si c'est trop cher pour vous, vous n'avez qu'à demander à l'un de vos frères de la frontière de s'en occuper. Je suis sûr qu'il le ferait simplement pour la gloire. L'érudit avait secoué la tête. C'est un travail pour un tireur d'élite. C'est un tir qui doit être fait depuis une longue distance. Nous avons besoin du meilleur. Pa Murphy avait haussé les épaules. Alors payez pour cela. L'obscurité s'établissait, à présent, sur le poste de tir. Il n'y avait plus de temps à perdre. L'arme chinoise avait un bon cache-flamme et était équipée d'un long silencieux. Pa Murphy l'avait testé cet après-midi. Le résultat était très bon. Pas de flamme, très peu de bruit. Cependant, le tir générerait une fumée. Juste un petit nuage s'échappant des taillards, mais c'était assez pour les faire repérer et tuer tous les deux, sauf si le tir avait lieu de nuit. « Vas-tu faire ce tir » dit Ferjal. Ce n'était pas de l'impatience, c'était de la curiosité. Pa Murphy avait senti que tout cet argent avait un peu déboussolé Ferjal. 5 000 dollars américains. C'était trop. Il semblait presque souhaiter que la mission soit annulée pour qu'il puisse rendre sa part. En ce qui le concerne, Pa Murphy se dit qu'il ferait bien de prendre le large quelque temps après ça. Le Liban était un beau pays, mais il commençait à penser qu'il avait déjà bénéficié de l'hospitalité de ses habitants les plus illustres. Il prit une inspiration, puis expira lentement. Abdel Ahad était, juste là, dans les dernières lueurs du jour. La peau tannée comme du cuir, des yeux perçants, une barbe fournie. Derrière lui et sur sa droite, un homme enflammait une torche. Tripoli n'avait pas d'électricité ces derniers temps. L'électricité manquait souvent à Tripoli. En fait, ces derniers beaux temps, elle avait plus souvent été en panne qu'en fonctionnement. La torche n'était pas un problème. En fait, c'était plutôt une bénédiction. Maintenant, la lumière éclairait bien le visage de Ahad. La brise s'était arrêtée. Cela arrivait souvent après le coucher du soleil. La chaleur remontait maintenant comme si quelqu'un avait pressé un interrupteur. Pa Murphy ramena la mire légèrement sur la gauche. Il faudra dire ça à Stone. Cette pensée était apparue sans crier gare depuis quelques profondeurs boueuses de son esprit. Dire quoi à Stone que dans les dernières minutes de sa vie, une cible en mouvement se prêtait à rêver qu'ils allaient traîner le président des États-Unis devant le tribunal fantoche de quelques fondamentalistes musulmans? Ridicule. Il n'avait pas à aller raconter un truc pareil à Luke Stone. Luke Stone croyait que Pa Murphy était mort.
Tout le monde croyait que Pa Murphy était mort. C'était très bien, ainsi. Pa Murphy chassa cette édomée idée. Il n'y avait rien à raconter. Rien que des babillages stériles. Il redirigea sa concentration vers le patio. De là-bas, il ne pourrait absolument rien voir. Il ne pourrait absolument rien entendre. Il ne saurait garce pas d'où le tir était parti. Il penserait que le tir était parti d'une position proche, mais ce n'est pas le cas. Il fit un rapide calcul. Vitesse initiale, à peu près 930 mètres par seconde. Distance, disons, 800 mètres. Perte de vitesse, et merde, il n'était pas ingénieur aérospatial. Disons simplement qu'une seconde après qu'il aura pressé sur la détente, il y aura un mélange de peur, de confusion et de chaos. Puis, un instant plus tard, la traque commencerait. « Tu es prêt, gamin ?» dit Pa Murphy. « Tu es prêt à me tirer d'ici ?» « Oui, » dit Ferjal, soudain concentré. Pa Murphy sentit se raidir le corps du gosse. « J'ai le feu vert ?»« On m'a autorisé à te donner le feu vert dès le début. Tu peux tirer quand tu es prêt. » Rien d'autre qu'Ahad n'existait, à présent. Son visage emplissait la mire. Ahad parlait. Il racontait à quelqu'un ce qu'allait être le plan, comment ça allait se passer. Ahad était intelligent et un assassin de sang-froid. Il connaissait son métier. Il était rusé. Il était impitoyable. Il était parvenu à rester vivant et à devancer ses ennemis pendant toutes ces années. La lumière de la torche vacillait orange sur le visage de Ahad. Il n'aurait signeri pas pu donner à Pa Murphy une meilleure visibilité s'il les avait appelés à l'avance pour leur demander gentiment. « Boum !» dit tout doucement Pa Murphy. Il respira à nouveau, inspira, expira. Puis il pressa la détente. L'arme vint heurter son épaule. Il y eut un son, presque rien. « Pfout !» La cartouche s'éjecta dans l'air. Abdel Ahad était un homme malin, un adversaire compétent. Était. Déjà, Pa Murphy courait tête baissée, la main agrippée à l'épaule du gamin, traversant avec fracas les taillis denses plongés dans l'obscurité. Chapitre 2 17h55, heure avancée de l'Est. Comté de Queenan, Maryland. Rive de la baie de Chesapeake. « Vendredi soir, » dit Luke Stone. Luke et Becca étaient assis à la table du patio. Le soleil se couchait sur la baie, déployant des faisceaux rouges, oranges et jaunes. L'air était frais et sec. Les arbres commençaient à changer de couleur. Luke adorait cette période de l'année. Il ne portait qu'un fin t-shirt et un jeans, et la fraîcheur commençait à lui donner la chair de poule. Becca portait un pull polaire jaune. Becca soupira avec satisfaction. « Vendredi soir, » répondit-elle. Ils trinquèrent, comme si vendredi soir constituait une célébration habituelle. Ils venaient de dîner, une pizza à emporter d'un resto sympa des environs. Luke en était à son 3e verre de vin rouge. Le bébé était assoupi sur les genoux de Becca, emmitouflé dans sa propre polaire bleue, un bonnet de laine et une couverture. Ah, ce bébé! Gunner avait désormais 5 mois. Il grandissait à vue d'œil. Il avait une énorme tête, couverte d'une épaisse chevelure blonde. Il avait des yeux bleus perçants, était très robuste et parvenait désormais à tenir sa tête géante tout seul. Il babillait et chantonnait tout le temps maintenant, dans quelques versions enfantines du langage, et il adorait jouer à faire coucou. Il pouvait y jouer pendant ce qui semblait être des heures, et en riait de bonheur à chaque fois. Tout évoluait avec mystère et enchantement. Rien que l'autre jour, Luke avait prononcé son nom, et il aurait juré que le petit avait tourné la tête, comme s'il avait déjà reconnu qu'il s'agissait de lui. La vie était douce. « Je vais le rentrer maintenant, » dit Becca. « Il commence à faire frais. » Luke acquiesça. « Je m'occupe de ranger. Je vais rester encore un peu. » Becca fit le tour de la table, l'embrassa sur le front, puis remonta le chemin en direction du bungalow, le bébé dans ses bras. Luke la regardait s'éloigner.
C'était merveilleux d'être d'ici. Il était triste que leur séjour touche à sa fin. Il avait été suspendu pour 1 mois. C'était un cadeau de Don Morris. Don avait délibérément pris son temps pour mener l'enquête sur ce qui s'était passé sur la plateforme pétrolière Martin Frobisher dans l'Arctique. Finalement, cette dernière semaine, Luke avait été blanchi de toutes les accusations, reçu une citation de la part de l'agence pour son travail sur le Frobisher, et allait vraisemblablement en recevoir une seconde en secret pour avoir désamorcé Uncle Joe. Une bombe nucléaire. L'incident Uncle Joe, comme l'histoire viendrait un jour à l'appeler, était une information classée top secret pour les 70 prochaines années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et cette suspension n'y faisait pas exception. Luke était réintégré et était attendu au quartier général de la Special Response Team dès lundi matin, et cela signifiait que c'était leur dernier week-end ici au bungalow, un vieil endroit charmant qui avait été dans la famille de Becca depuis plus d'1 siècle. La maison était rustique, l'intérieur était réduit, construit pour les gens petits de la fin du 19e siècle, pas pour des grands gaillards du 21e siècle comme Luke Stone. Les plafonds étaient montés bas, l'escalier qui montait à l'étage tout étroit. Les planchers craquaient. La porte de la cuisine était équipée d'un ressort un peu trop puissant, et si vous aviez le malheur de la lâcher, elle claquait à chaque fois. Luke adorait cet endroit. C'était peut-être l'endroit qu'il aimait le plus au monde. Il appréciait particulièrement les moments sur l'eau et la vue panoramique de la baie de Chesapeake que l'on pouvait voir depuis le sommet de la falaise. Rien ne parvenait à égaler ça. Il soupira. « Allez, on rentre à la mine. » En un sens, ce n'est pas mal non plus. La sonnerie de son téléphone portable retentit. Il le regarda, la petite fenêtre de l'écran s'éclairait tandis qu'il vibrait. Sur l'écran, on pouvait lire « Numéro indisponible ». Il y avait peu de gens à connaître ce numéro. Il n'était arrivé que très rarement qu'il reçût un appel de personne qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas très envie de décrocher, mais c'était amené peut-être des bonnes nouvelles. Peut-être était-il à nouveau suspendu. Il saisit le téléphone et décrocha. « Luke Stone !» annonça-t-il. « Est-ce que tu reconnais ma voix ?» entendit-il. « Si c'est le cas, ne prononce pas mon nom. » C'était une voix masculine, et évidemment Luke l'avait reconnue immédiatement. Malgré tout, il lui fallut quelques instants pour accepter la réalité de ce qui venait de se produire. Il venait d'entendre la voix d'un fantôme échappé de sa tombe. 3 semaines plus tôt, Luke et Ed s'étaient rendus à New York en voiture pour assister aux funérailles d'un homme du nom de Kevin Murphy. Ça se passait dans une vieille église du Bronx. À la suite, ils avaient assisté à son enterrement dans le cimetière voisin. Un homme en kilt avait déjoué de la cornemuse, une garde d'honneur avait été rassemblée par quelqu'un, mais pas d'enterrement à la Arlington National pour Murphy. Il avait été un héros de guerre, maintes fois décoré, mais il avait aussi manqué à l'appel, été accusé de désertion et fini sa carrière exclu de l'armée. Luke et Ed étaient être restés en marge du peloton. Une femme était assise au devant, la soixantaine, toute vêtue de noir. Elle avait été restée stoïque lorsque l'un des membres de la garde d'honneur lui avait remis le drapeau américain plié en triangle. Dans le patio, à présent, Luke commençait à reprendre ses esprits. Il était resté sonner un bon moment. « Ta mère te croit mort, » reprocha-t-il. « T'inquiète pas, je lui passerai un coup de fil, » répondit la voix. « C'est trop tard, elle t'a déjà enterré. » Elle a dû enterrer quelqu'un d'autre. Ce serait bien le style de ma mère de buter quelqu'un pour avoir un corps à mettre dans un cercueil. La mère de Murphy avait enterré un cercueil vide. La mosquée de Beyrouth où Murphy était mort avait continué à flamber pendant 2 semaines. Des produits chimiques au sous-sol avaient pris feu sous le bombardement et avaient été impossible à neutraliser. Des dizaines de corps se trouvaient dans la mosquée, mais pas un seul n'avait été retrouvé. « Où es-tu »
dit Luc. « En transit, dit la voix. « As-tu vu passer les infos sur le Moyen-Orient aujourd'hui ?» Vaguement. Un homme a pris une balle dans la tête. Il avait des opposants puissants qui ont voulu mettre de l'ordre dans leurs affaires avant de s'attaquer aux choses sérieuses. Le type était un peu connu, mais plus comme un nuisible que quoi que ce soit d'autre. En fait, c'était de la lutte anti-nuisible. Ils ont fait appel à un exterminateur. Luc avait vu passer cela. L'homme s'appelait Abdel Ahad. Il avait profité d'une longue carrière en tant qu'acteur mineur dans les guerres civiles incessantes au Liban. Cette carrière s'était terminée brutalement ce matin, d'une balle tirée par un fusil longue portée. Ses opposants puissants étaient bien sûr, le Hezbollah, et les choses de sérieuses auxquelles il prévoyait de s'attaquer étaient bien sûr Israël. Évidemment, l'affaire avait attiré l'œil de Luc. Il était lui-même au Liban 1 mois plus tôt, et Murphy était mort là-bas dans une mission pour Luc. Luc en avait gardé un terrible sentiment de culpabilité, jusqu'à ces 2 dernières minutes. Murphy n'était pas mort. Murphy n'avait jamais été sur le point de mourir. « Qu'attends-tu de moi ?» dit Luc. « Mais rien, je n'ai besoin de rien. J'ai une information pour toi, c'est tout. C'est peut-être quelque chose, ou alors rien du tout. J'étais prêt à laisser tomber ça, mais ensuite j'ai pensé que ce n'était pas la bonne chose à faire. Je fais toujours partie des gentils. Je devrais dire la chose à quelqu'un, au cas où. Alors j'ai pensé à toi. »« Ok, je t'écoute, » dit Luc. Murphy, qui se considérait un gentil, il avait maquillé sa propre mort et semblait laisser entendre qu'il venait de mener un assassinat sous contrat pour une organisation terroriste. Et pourtant, tu sais, rien ne t'empêche de rentrer au bercail. C'est gentil et j'apprécie ton offre. Mais écoute-moi plutôt, ok ? Le nuisible ? Il a papoté jusqu'à la dernière seconde. Il n'a pas vraiment pu finir sa phrase d'ailleurs. Il y eut un instant de pause. On entendait un bruit, comme une voix forte, résonnant à l'arrière. « Il papotait de quoi ?» dit Luc. « Il papotait à propos de capturer El Numéro Uno, le grand homme lui-même, puis de l'amener quelque part sous la charia et lui faire son procès. »« Le grand homme !»« À ton avis, » dit la voix. « Le grand vieil homme, notre Yankee Doodle Dandy, la grande expérimentation libérale. » Murphy faisait allusion à l'actuel président des États-Unis. Clement Dixon était le plus vieux président de toute l'histoire et considéré comme le plus libéral depuis des décennies. Murphy n'était pas du genre à aimer les libéraux. En plus, l'élection de Dixon avait plutôt été un accident de l'histoire. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à hurler et huer les présidents successifs depuis les salles du Congrès. Le meilleur, c'est que l'endroit sous la charia auquel ils ont pensé, c'est Mog. Mogadiscio, dit Luc. Tu connais un autre Mog? Mogadiscio, octobre 1993. C'était avant l'époque de Luc, à 1 an près. Mais tous les Rangers et tous les membres de la Delta Force connaissaient l'histoire du combat de nuit qui s'était déroulé là-bas. Les des Rangers, la Delta, le 160th SOAR, unité d'hélicoptères pour les opérations spéciales, et la 10e division de montagne y avaient subi une perte combinée de 19 hommes. « Ça paraît un peu énorme, » dit Luc. « Complètement d'accord. Mais j'ai pensé qu'il valait quand même mieux passer l'info, au cas où. Je ne crois pas que le nuisible en question n'ait jamais eu ce niveau d'envergure. »« Peut-être que personne ne le croit, » dit la voix. « Peut-être que quelqu'un croit qu'ils en sont capables. Parfois, les gens tentent leur chance, et ils parviennent à mettre un beau bordel. » Luc réfléchit à ça une longue seconde. Il entendit à nouveau cette voix à l'arrière, plus forte cette fois. Cela ressemblait à une annonce d'aéroport. Luc regarda sa montre. Il était 18 heures ici. Si Murphy avait quelque chose à voir avec l'assassinat de Ahad, ça voulait dire qu'il était peut-être toujours au Liban, 7 heures plus avant sur l'horloge.
Écoute, je dois y aller, dit la voix. Où es-tu? Demanda Luke pour la seconde fois. C'est sans importance. C'est un peu tard pour un vol commercial, pas vrai? Qu'est-ce que j'en saurais? Au fait, félicitations pour cette chose là-haut dans le nord. J'en ai entendu parler. Les gens causent, tu sais bien. Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Écoute, Murph. La ligne était déjà coupée. Luke regarda son téléphone un moment. Sur sa gauche, le soleil s'était désormais couché sur la baie. Une large égratignure jaune était posée sur l'horizon. C'était tout ce qu'il restait de cette journée. Bientôt s'installerait une douce, tranquille nuit d'automne. Le président, kidnappé et traîné devant un tribunal islamique, c'était quand même un peu difficile à avaler, et ce n'était pas l'info la plus facile à transmettre. Qui lui avait dit? Comment cette personne l'avait-elle su? Oh, juste Murphy. Tu sais, celui qui est censé être mort. Ça lui est tombé dans l'oreille, alors qu'il s'apprêtait à assassiner un chef de milice sunnite. Ouais, il a eu envie de rester encore un peu au Liban après sa mort. Apparemment, il travaille comme mercenaire, maintenant. Ça ne passerait jamais. Dans tous les cas, le président des États-Unis était justement accompagné de Don Morris en ce moment même, en voyage officiel à Porto Rico. Don Morris, combattant de légende, cofondateur de la Delta Force, fondateur et directeur de la Special Response Team du FBI, avait fait très forte impression au nouveau président aux idées progressistes. Le président pouvait-il être plus en sécurité qu'avec Don Morris perché sur ses épaules? Luke en doutait. Il sourit à imaginer ce drôle de tandem. Il se leva et commença à rentrer les assiettes. Il s'interrompit. Il resta un moment figé dans l'obscurité naissante. Il jeta à nouveau un coup d'œil à son téléphone. Numéro indisponible. C'était quasiment Murphy en résumé. Luke avait tenté de le faire venir à la Special Response Team et en vérité, les capacités de Murphy s'étaient montrées exceptionnelles, au-delà de ça même. Il n'avait pas le profil typique d'un agent, mais lâchez-le au milieu d'un combat et regardez-le faire. Ses capacités n'étaient le problème. Son adhésion au groupe, ou plutôt son manque d'adhésion, était le problème. Sa propension à disparaître, ses façons mystérieuses. Mais il était vivant, et le fait qu'il donne signe de vie montrait qu'il ne l'avait pas complètement perdu. Et l'info elle-même? Luke soupira. C'était trop gros, ça ne pouvait être vrai. Pourtant, il composa un numéro. Le sonnerie retentit 3 fois, puis une voix féminine, embrumée, décrocha. « Qu'est-ce qui t'arrive, Stone? Tu es censé rentrer lundi. Tu ne pouvais plus attendre, pas même 2 jours? » Trudy Wellington. Luke sourit. « Tu piquais un petit roupillon? J'ai l'impression de te réveiller? » Ça risque pas. Pourquoi tu me déranges? Quels sont les potins là dehors? Un truc que je devrais savoir? Luke pouvait presque l'entendre hausser les épaules dans le téléphone. Normal. La Corée du Nord nous a fait une fausse alerte aux missiles ce matin, en envoyant ses coursiers dans ces tunnels avec des codes de lancement bidons. Séoul aurait pu se retrouver frappé par une pluie de 30 000 missiles conventionnels dans les 15 minutes, des millions de morts, ou bien rien du tout, et c'était rien du tout. Et sinon? Oh, les Russes ont bombardé un repère d'Al-Qaïda au Daghestan. Où était-ce un mariage? Ça dépend à qui tu demandes. Rien de mieux? Dit Luke. Rien d'autre que ça? Est-ce qu'on joue aux 20 questions, Stone? Rien qui concerne le président? Rien d'anormal, à ma connaissance. Des paumés sans vie sociale, qui ne s'approcheront jamais à moins de 20 kilomètres de lui, s'occupent en publiant des manifestes sur Internet. Des groupes paramilitaires au fond de leur forêt, en majorité des quinquagénaires asthmatiques, diabétiques ou les deux, et complètement infiltrés par des informateurs, se préparent à la prochaine guerre civile, qui prendra naissance juste après qu'ils auront assassiné le président. Sinon, nous avons aussi des chefs religieux musulmans qui implorent Allah
de le foudroyer d'une crise cardiaque ou d'une maladie coronarienne. Il est plein d'admirateurs. Je dirais que toutes les sortes de timbrés le détestent, plus ou moins. Trudy, Stone, le président est avec Don. Ton terroriste de base se ferait porter pâle, rien qu'à l'idée d'en découdre avec Don Morris. Surtout s'il est au milieu de sa séance de bronzage. Luke secoua la tête et sourit. Bon d'accord, Wellington. Y a pas de mal, Stone. Je te rends à tes activités. Luke raccrocha. Il regarda leur bungalow sur le flanc de la colline, ses lumières maintenant allumées contre la nuit. Sa famille était là-bas, les personnes qu'il aimait. Il se remit à débarrasser la table. Chapitre 3 20h35 heure, normale, de l'Atlantique. 20h35 heure, avancée de l'Est. San Juan Viejo, le vieux San Juan. San Juan, Porto Rico. Oh Allah, dit l'homme tout bas, fais-moi vivre tant que la vie est au meilleur pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Il marchait dans les rues, au pavé bleu de la vieille ville, au milieu des bâtiments de briques colorées, de l'époque coloniale espagnole, peints de couleurs festives, rouge, jaune et orange lumineux, et bleu pastel. Une légère pluie tombait, mais ça ne semblait pas déranger les fêtards. Ils sortaient de restaurants en groupes joyeux, d'hommes et de femmes, bien habillés, heureux d'être en vie, peut-être un peu saoux, parlant tous en même temps, savourant les choses de ce monde physique. Lui aussi était de jeune, mais les choses de ce monde n'étaient pas pour lui. Sa destinée était dans les mains du sage. Il marchait les mains portées, à sa hauteur de poitrine, tournées vers le haut, les paumes face au ciel, le dos des mains vers le sol, comme il était approprié de le faire lorsqu'on récite un doigt, une imploration à Allah. « Ô Allah » continua-t-il, les lèvres à peine ouvertes, aucun son audible ne s'échappant de sa bouche. « Accorde-nous une bonne situation dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. » Quiconque pouvait le voir aurait supposé qu'il s'agissait d'un touriste étranger, ou même d'un visiteur venu d'une autre partie de l'île. Sa peau était sombre, mais pas plus que celle de nombreux habitants de l'île. Il était bien habillé, portant un kiwi bleu, de sorte à ne pas se retrouver trempé par la pluie chaude, un pantalon chino marron et des chaussures de randonnée de belle qualité. Il tenait un sac en bandoulière. Un observateur pourrait supposer qu'il s'y trouvait sûrement un appareil photo, et c'était effectivement le cas. Le compte à rebours approchait désormais de la fin. Il avait enregistré une vidéo de ses adieux dès son arrivée ici. Son entrée à Porto Rico depuis la Grèce avait été surprenamment facile, du moins à ses yeux. Il n'était pas originaire de Grèce, mais ses papiers prétendaient qu'il était grec et s'appelait Anthony, et personne n'avait trouvé à y redire. Sa vie était finie maintenant. Advienne que pourra. Elle appartenait à la décision d'Allah et Allah seul. Il descendit jusqu'à une intersection. Au coin se trouvait un petit magasin de fruits et légumes que le propriétaire se préparait à fermer pour la nuit. Un étalage avait été disposé dans la rue, et le propriétaire s'affairait maintenant à tout rentrer à l'intérieur. Anthony regarda le propriétaire un moment. Le marchand était plus âgé, avec une barbe blanche bien coupée. Il était originaire de Jordanie, comme des milliers des Jordaniens qui avaient émigré ici ces dernières décennies. L'homme était un partisan à la cause. Personne ne le saurait jamais, mais Anthony savait. Cet homme avait préparé la voie pour l'arrivée des guerriers d'Allah. Endroit où se loger, contacts locaux, accès à des zones réservées, tactique pour déplacer hommes et matériel, sans être vu ou entravé. L'homme avait procuré tout cela et plus encore. Anthony s'approcha de l'étalage. « Disculpam, amigo, » dit le marchand, levant à peine la tête. « Está cerrado. Pardonne-moi, mon ami. Le magasin est fermé. »
Il n'est d'autre Dieu que Allah, dit Anthony à voix basse. Le vieil homme s'arrêta, jeta un rapide coup d'œil de part et d'autre de la rue. Il regarda intensément Anthony, plissa un œil et faillit sourire, mais il ne sourit pas. « Et Mohammed est son prophète, dit-il, terminant la shahada. » Anthony tendit la main et prit une des pommes de l'homme. Il mordit dedans. Elle était sucrée et juteuse, délicieuse. Des pommes sous un climat tropical comme à Porto Rico. Les merveilles d'Allah ne tariraient jamais. « Allahu Akbar » dit-il. « Allah est le plus grand. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un billet. Un billet de $100 américains. Il n'en aurait plus besoin désormais. Il le tendit, mais le marchand agita la main en signe de refus. « Rien pour la pomme. »« S'il vous plaît, » dit Anthony. « Prenez-le. C'est un petit cadeau de remerciement, pas un paiement. »« Les cadeaux d'Allah ne sont pas en ce monde, » dit le marchand. « C'est un cadeau de ma part pour vous. » Silencieusement, le marchand prit le billet et le plaça dans sa poche. Il en ressortit quelques pièces pour Anthony en échange, parachevant l'illusion qu'un homme venait d'acheter une pomme à un autre homme. Pour quiconque aurait pu observer la scène, une personne à sa fenêtre, une caméra de sécurité, rien d'autre qu'une banale transaction ne venait d'avoir lieu. Puisse-t-il accepter votre sacrifice et vous ouvrir ses portes? Anthony fit un signe de tête et rangea les pièces dans sa poche. Merci. Il n'avait souhaité demander cela lui-même, considérant cette requête égoïste, mais il devait admettre que c'était ce qui le souciait le plus. Cette question le rongeait depuis des jours, et il prenait conscience à présent que toutes ses prières et supplications avaient même tenté de plaider pour cela, sans jamais le dire. Son sacrifice serait-il accepté? Serait-il suffisamment authentique? Était-il suffisamment pur de son ego et de ses désirs? Son corps tremblait imperceptiblement. Il allait mourir, et il avait peur. Le marchand, astucieux et prudent, mais également sage, sembla comprendre les choses non dites. Que la bénédiction d'Allah soit sur sa plus belle création Mohammed et sur ses enfants, dit-il. Anthony répondit d'un nouveau signe de tête. C'était exactement ce qu'il lui avait manqué d'entendre. Si son offrande était faite le cœur pur, elle serait acceptée. Il mordit une nouvelle fois dans la pomme, sourit et la montra au marchand comme pour dire « délicieuse ». Puis il reprit son chemin et descendit la rue. Il avait déjà mis le marchand en péril plus qu'il n'était nécessaire. Il n'avait pas encore atteint l'intersection suivante qu'il était déjà replongé dans ses supplications. Chapitre 4 21h20, heure normale de l'Atlantique, 21h20, heure avancée de l'Est. La Fortaleza, San Juan Viejo, le vieux San Juan. San Juan, Porto Rico. Alors, dites-moi, Don, demanda Luis Moncalvo, le gouverneur par intérim de Porto Rico. Avez-vous été à l'école des Amériques? Un petit groupe de personnes était censé réuni dans un salon au 3e étage de la Fortaleza, la demeure de style colonial espagnol qui était la résidence officielle du gouverneur de Porto Rico depuis 1540. Plus de 200 ans avant que les États-Unis n'existent, les gouverneurs successifs de Porto Rico habitaient déjà cette maison. Clement Dixon avait redouté une question comme celle-là. Il avait invité Don Morris, chef de la Special Response Team du FBI, à l'accompagner lors de ce voyage officiel. Un voyage officiel qui avait réellement les caractères d'une mission diplomatique, tant les relations entre les États-Unis et son territoire rattaché étaient tendues, chargées de méfiance et de ressentiment, conséquence de plusieurs indélicatesses aux proportions invraisemblables. L'assassinat d'Alfonso Cruz Castro, un nationaliste portoricain, par le FBI seulement 1 an auparavant. Les bombardements d'entraînement sur l'île portoricaine de Vieques, plusieurs décennies durant,
par la Navy américaine. L'omission de cette dernière a enlevé les déchets toxiques liés à ses activités après son départ de l'île n'était monnaie que quelques-unes des énormités commises que l'on pouvait avoir à l'esprit. Avoir invité Don ici était peut-être une gaffe de plus. Son escouade de soldats d'élite revenait tout juste d'une opération où il s'était enfoncé loin dans les terres arctiques, afin de désarmer une bombe nucléaire russe prête à exploser et déclencher une catastrophe planétaire. À cette occasion, ils avaient donc montré un niveau d'héroïsme qui faisait s'interroger Dixon sur leur santé mentale. Ils s'étaient exposés à un niveau de danger physique et avaient entrepris la mission par-delà les ordres de leurs supérieurs du FBI et de la Maison-Blanche. Don Morris avait su mettre sa carrière dans la balance et miser sur le renseignement obtenu de ses propres troupes, ainsi que sur leur capacité à accomplir la mission avec peu de ressources, dans les pires conditions, dans l'un des endroits les plus hostiles de la Terre. Et il avait gagné son pari. Clement Dixon avait un grand respect pour cela. Alors il l'avait invité à participer à ce voyage à Porto Rico. Il souhaitait connaître l'homme de plus près. Il souhaitait voir et sentir le personnage, envisager peut-être d'autres manières de travailler ensemble. Et il aimait combiner des gens d'horizons différents. Don Morris, le vétéran des forces spéciales, et, face à lui, Luis Moncalvo, le jeune gardien progressiste de Porto Rico, poussé sur le devant de la scène parce que le vieux gouverneur, en titre, avait été mis en cause dans une affaire de corruption. Son ascension depuis le ministère de l'Environnement avait été fulgurante, en grande partie parce que l'administration précédente l'avait délibérément maintenu à l'écart, et tous ses supérieurs étaient mouillés. Moncalvo avait 31 ans. Pour Clement Dixon, et probablement pour Don, il avait tout juste l'âge de lasser ses chaussures tout seul. Il était bel homme, célibataire, n'avait pas d'enfant, et les rumeurs abondaient en mode qu'il était peut-être homosexuel. Après un dîner officiel, suivi de quelques lots d'hiver, Don Morris les avait régalés d'histoires pendant plus d'1 heure, que Dixon suspectait être des versions épurées d'opérations spéciales assez lointaines. Maintenant, Moncalvo avait décidé d'aborder les questions qui fâchent. Jusqu'à cet instant, il avait été un hôte parfait. Nous, ici, les habitants de Porto Rico, avons beaucoup souffert de la présence de l'armée américaine. Nous avons souffert l'humiliation de voir la Navy bombarder nos côtes pour s'entraîner. Nos 2400 concitoyens de l'île de Vieques ont subi les répercussions sur leur santé d'être répétitivement sous les bombardements, soumis aux vols stridents des avions supersoniques et exposés aux produits toxiques abandonnés là-bas. Il s'agit là d'une attitude d'occupant, pas de compatriote, tout comme nos frères, partout en Amérique latine et dans les Caraïbes, ont subi le joug, ô combien subtil, de ceux qui se sont formés à l'école des Amériques. Il y eut un instant de silence dans le salon colonial espagnol, chiquement décoré, avec son haut plafond, ses ventilateurs suspendus au mouvement léger et ses chaises à haut dossier. Moncalvo se tenait debout, un verre à la main. Peut-être était-il un peu ivre. Les 4 autres personnes étaient assises. Il y avait Clement Dixon et son aide de camp, Tracer Reynolds, et il y avait Don Morris et sa femme, Margaret. Don avait été divertissant et aimable toute la soirée. Margaret servait en quelque sorte d'acolyte au show improvisé de Don, et ça marchait à merveille. Elle n'en était clairement plus à son coup d'essai. « L'école des Amériques ?» répondit Don, comme s'il n'en avait jamais entendu parler. « Oui, monsieur, » dit Moncalvo. « Y avez-vous étudié ?» C'était une question embarrassante, surtout que Moncalvo connaissait probablement la réponse. Il devait aussi probablement savoir que Clement Dixon, lorsqu'il était à la Chambre des représentants, avait coutume de s'adresser à la foule lors des rassemblements de protestation qui se tenaient annuellement devant les portes de Fort Benning, où l'école était située. Certains de ces rassemblements
avait d'emblée réuni plus de 15 000 personnes. « Louis, » dit Dixon, « je te suis reconnaissant pour ton hospitalité, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi pour des questions de cette nature. »« C'est une question simple, » répondit Moncalvo. Il s'adressa à Don. « N'est-ce pas ?» Don acquiesça. « C'est une question simple, et j'y répondrai de bon gré. » Moncalvo haussa des épaules. « Je vous en prie. » Dixon grognait intérieurement. L'École des Amériques, plus tard platement renommée l'Institut de l'hémisphère occidental pour la sécurité et la coopération, dans une tentative ridicule de sauver la face, était notoirement connue comme l'école de torture du Pentagone, avec une orientation thématique tout particulièrement tournée vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Certains des pires bourreaux de l'hémisphère occidental, des gens responsables d'un nombre interminable d'atrocités, y avaient été formés. Les populations civiles des pays comme Haïti, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Brésil, l'Argentine et le Chili avaient jamais subi les pires souffrances sous la gouverne de gens ayant été formés là-bas. N'ayant jamais été dans la Navy, dit Don, je ne saurais vous dire pourquoi ils bombardèrent votre île. Je n'ai rien eu à voir avec ça. Mais en ce qui concerne l'école des Amériques, oui, j'y ai été. Pendant mes jeunes années, lorsque l'école était encore située au Panama. Mais Dompon, chef, avait l'impression que cela pouvait être un bon complément à ma formation. Et ça a été le cas. Tout ce que je peux vous dire, dit Don, c'est que l'école n'enseigne pas que la torture. J'y ai également appris des techniques de négociation tout à fait valables et j'y ai gagné quelques compréhensions de la manière dont on dirige un État. Moncalvo haussa un sourcil. La manière dont on dirige un État? Oui. Et y avez-vous aussi appris comment faire parler les gens? Comment les persuader de coopérer? Don Morris jeta d'abord un coup d'œil à sa femme, Margaret, qui semblait désolée de cette question. Puis, il regarda Dixon. Dixon remarqua que Don et Margaret se tenaient soigner la main. Si Moncalvo avait à l'esprit de diviser Clément Dixon et Don Morris, c'était bien essayé, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Dixon avait beaucoup de respect pour Don Morris, quoi qu'il ait fait et quel que soit dans les endroits qu'il ait pu fréquenter. Bien entendu, Dixon haïssait l'école des Amériques. Le simple fait qu'elle existe encore, après toutes ces décennies de polémiques et de protestations, sous un nouveau nom sciemment choisi pour être pénible à retenir, le rendait proprement malade. Cette conversation lui rappelait sa promesse de faire fermer cet endroit un jour. Il était désormais président, mais même un président n'était pas libre de faire tout ce qui lui passait par la tête. David Barrett l'avait appris à ses dépens. Fermer l'école des Amériques pouvait signifier pour Dixon une mise à la retraite plutôt brutale. Don consentit. « Oui, j'y ai appris cela aussi. »« Bonne nuit, Monsieur le Président, » dit Tracy Reynolds. Sa voix portait dans le long couloir décoré de marbre. Clément Dixon venait d'arriver devant la porte de sa chambre. Deux grands gaillards du Secret Service, quatre, se tenaient silencieusement debout de part et d'autre du couloir, essayant de ressembler à des statues de pierre qui ne voient ni n'entendent rien. En réalité, ils avaient l'âme tout vu et tout entendu, tout comme des dizaines d'autres personnes. Dixon considéra son aide de camp. Tracy, toute jeune qu'elle était, s'en était bien sortie ce soir. Elle avait accepté un verre de vin, l'avait soigneusement conservé toute la soirée et était restée silencieuse à moins qu'on ne lui adressât la parole. Ses réponses avaient été fines, instruites et pertinentes. Lorsque l'instant de malaise s'était présenté, elle n'avait pas prononcé un mot concernant l'école des Amériques. Elle était restée parfaitement en retrait. Dixon se demandait si elle savait seulement de quoi il s'agissait. Sa jeunesse, le champ des possibles face à elle, invitait Dixon à contempler le poids de ses propres années. 74 ans, toutes ces décennies, toutes ces batailles,
toute cette eau qui avait coulé sous les ponts, contaminée la plupart du temps. Je deviens trop vieux pour tout ça. C'était vrai, dans une certaine mesure. Clement Dixon était un homme âgé, et les exigences de la fonction de président lui donnaient parfois l'impression qu'il était dépassé, qu'elle nécessitait plus qu'il n'avait encore à offrir. C'était le job d'un homme plus jeune. Tracé pour l'amour du ciel, appelez-moi Clem, ou alors Clément, ou Mr. Magoo, mais ne m'appelez plus Monsieur le Président. Vous me tenez compagnie 18 heures de par jour, j'ai un nom. Utilisez-le, s'il vous plaît. C'était une jolie blonde. Elle gardait ses cheveux coupés dans un carré assez remuant, très classique. Clement Dixon aurait aimé la voir avec de longs cheveux, tombant en cascade sur ses épaules, mais ce temps-là était révolu, et de toute façon, ce qu'il souhaitait n'avait pas d'importance. Il avait fait sa rencontre lors d'un meeting à la Maison-Blanche, plusieurs semaines auparavant. Elle était l'assistante de quelqu'un et avait dit un truc un peu bête, peut-être même de carrément stupide, mais il avait oublié quoi. Quelque chose au sujet de prendre les déclarations du président russe au pied de la lettre. Il l'avait un peu réprimandé devant un groupe de personnes. Mais c'était anecdotique, elle l'avait intrigué, et il s'était renseigné. Elle était jeune, 25 ans environ, issue d'une riche famille de Rhode Island. Il possédait des hôtels à Newport, du sérieux. Peut-être possédait-il le Newport Jazz Festival, si tant est que ce soit possible. En tout cas, ils étaient de fervents donateurs du parti, et il était assez probable qu'ils aient tiré quelques de ficelles en sa faveur. Comment en était-elle arrivée à travailler à la Maison-Blanche? Cela n'avait pas d'importance à ses yeux. À peu près personne à la Maison-Blanche n'était là, du fait de son mérite personnel, et certainement pas Clement Dixon. Ce bel idéal de la méritocratie avait cédé la place depuis bien longtemps. De nos jours, si vous veniez d'une famille aisée, et de préférence généreuse envers le parti, que vous aviez quelques compétences de base et que vous saviez vaguement vous tenir, vous pouviez travailler à la Maison-Blanche. Néanmoins, Tracey se trouvait être une fille ado brillante, débordant d'énergie et parfaitement compétente à gérer de nombreuses choses à la fois. Elle savait prendre les choses à temps et elle apportait de la vie dans l'univers de Clement Dixon. Une jolie fille vous faisait cet effet-là. Les gens étaient-ils irrités qu'une jolie jeune femme ait pu du jour au lendemain devenir l'assistante personnelle du président? Sûrement. Clement Dixon s'en fichait éperdument. Il était trop vieux pour se préoccuper des regards indignés de quelques mégères déçus. Il aimait bien Tracey, et être une compagnie agréable était 51% du boulot. Maintenant, il l'observait, décontenancé par sa requête. Une teinte rouge était apparue sur la peau de son cou. « Ok, dit-elle. Mister Magoo ?» Dixon rit. « Bonne nuit, Tracey. » Il se tourna vers sa porte. Soudain, Tracey se dressa sur ses orteils et l'embrassa sur la joue. « Bonne nuit, Mister Magoo. » C'était maintenant au tour de Clement Dixon de rougir. Ils se regardèrent un court instant. Il crut déceler une étincelle. Ou était-ce un mirage? Il plongea son regard dans le sien et faillit presque commettre la chose la plus stupide du monde. Il faillit l'inviter à entrer dans sa chambre, mais il ne le fit pas. « Bonne nuit, » dit-il encore. Il entra dans sa chambre et ferma la porte. Il prit une longue inspiration. Il filait un mauvais coton. La folie était au bout du chemin, le désastre aussi. Il commençait à s'éprendre d'une femme beaucoup plus jeune, assez jeune pour être sa petite fille. Ça ne devait pas arriver, ça n'arriverait pas. Mieux valait chasser complètement cette idée. Il entreprit plutôt le tour de sa chambre, s'en imprégnant. La chambre conservait le style de la maison, sol marbré luisant, plafond haut d'un étage équipé de ventilateurs suspendus tournant silencieusement, fenêtres hautes habillées de longs rideaux fermés contre la nuit. Le lit était grand, avec des bouteilles d'eau fraîche, disposées sur une table de nuit, près d'un seau à glaçons.
Des chocolats avaient été posés sur le couvre-lit. Il régnait un silence de mort. John et Jackie Kennedy avaient dormi dans cette chambre. Le pape Paul VI également. Winston Churchill avait dormi dans cette chambre, après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre en Angleterre. Le grand auteur colombien, Gabriel García Márquez, et le chanteur de rock Bono y avaient encore séjourné à un moment ou à un autre. Maintenant, elle accueillait Clement Dixon. Président Clement Dixon. Plus tout jeune, c'est sûr, mais président quand même. Il était comme un vieux joueur de baseball sur la fin de sa carrière, qui échoue sans le faire exprès dans une équipe qualifiée pour le World Series, alors qu'il n'est plus vraiment en mesure de leur être bien utile. Si seulement il pouvait instituer une couverture de santé correcte et abordable pour chaque Américain. Si seulement 22% des enfants américains ne se couchaient pas le ventre vide. Si seulement 1 million d'Américains n'étaient amenés pas sans foyer. Il s'adonnait à Woumas si seulement, souvent. Il savait que c'était devenu une tendance, et une mauvaise. Si seulement il avait pu se trouver dans cette situation 20 ans plus tôt, alors qu'il était encore dans la cinquantaine, mais avec toujours l'énergie d'un trentenaire. Si seulement sa femme était toujours en vie pour partager tout cela et s'être à ses côtés. Si seulement certains grands hommes d'État des années 50 et 60 étaient toujours vivants, pour le conseiller et l'épauler dans sa tâche. Si seulement le virage à droite des années 80 n'était pas arrivé, quand il ne s'agissait plus autant d'assurer la prospérité du pays que d'assouvir les volontés des grandes entreprises et de Wall Street à tout prix. C'étaient là les mensonges qu'il se répétait en lui-même, et il devait trouver le moyen de s'en libérer. Il était le président des États-Unis. C'était un immense privilège. C'était aussi une opportunité d'entrer dans l'histoire, de faire peut-être quelque chose de vraiment bien. Considérons par exemple cette visite à Porto Rico. Dixon était le premier président des États-Unis depuis Kennedy, en 1960, à visiter l'île. 45 années sans qu'un seul président ne daigne poser le pied ici. Techniquement, Porto Rico était un protectorat américain, une manière pimpante pour désigner un territoire gagné lors d'une guerre contre l'Espagne il y a plus de 100 ans de cela, et que nous n'avons jamais traité depuis lors comme autre chose qu'une prise de guerre. Porto Rico était plus grand et davantage peuplé que beaucoup d'États du continent. Pourtant, l'archipel ne s'était jamais vu offrir le statut d'État. Il avait de nombreuses connexions avec New York City et Miami, entre lesquelles les gens allaient et venaient. Les Portoricains avaient donc la citoyenneté américaine et payaient dans les taxes comme les autres, mais ne bénéficiaient d'aucune représentation parlementaire, ni au Sénat, ni à la Chambre des représentants. À la fin de l'année dernière, le FBI avait découvert la trace de l'indépendantiste radical portoricain, Alfonso Cruz Castro, vivant dans une cabane au milieu de la jungle, à moins d'1 heure d'ici. L'homme avait 63 ans et avait été impliqué dans le braquage d'un camion, Brinks, et le meurtre d'un garde du camion, dans Manhattan, en 1981. Les agents du FBI avaient encerclé la cabane, et comme Castro refusait de se rendre, ils ont ouvert le feu sur la cabane, laissant plus de 2000 douilles au sol. Par chance, Castro était seul à l'intérieur. Sinon, l'enfer médiatique aurait été inextricable. Dixon frémit à l'idée qu'il eût pu se trouver une femme ou un enfant avec Castro. La famille de Castro a organisé une procession publique pour son inhumation. Des dizaines de millions de gens se sont alignés dans les rues de San Juan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.